bien sûr. Bonjour et puis merci pour votre invitation. Moi, je suis coach de vie. J'habite sur Châteauroux, dans le centre de la France, et je suis praticienne depuis 2015. Et pour le coup, pour être plus précise, j'accompagne essentiellement des femmes en transition de vie personnelle ou professionnelle. Pour le coup, je travaille aussi depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement. J'ai une formation initiale en psychologie et j'ai été formée au coaching en 2014 par des Canadiens qui ont créé une école en France et qui s'appelle Coach Academy. Le coaching, ben, effectivement, c'est une passion. C'est une passion que j'ai découvert en 2014. À l'époque, je travaillais dans l'accompagnement à l'emploi. Et les outils qui étaient mis à notre disposition me paraissaient vraiment insuffisants pour permettre aux personnes de repartir vraiment sur de bonnes bases. Voilà. Et ce que j'observais à mon niveau, c'est que c'était pas tant le diplôme, en fait, qui était important, mais bien cette capacité que les personnes ont à croire en elles et à dépasser effectivement les obstacles qui se dressent sur leur route. Voilà. Pour ça que je suis partie, en fait, à la recherche d'outils pertinent pour travailler donc essentiellement la confiance en soi et la mise en place de nouveaux objectifs. À l'époque, tout ce qui était coaching, développement personnel n'existait pas en faculté. J'ai cherché un certain temps et je suis tombée sur cette école et ça a été le coup de cœur. Voilà. Pour le coup, je vais vous dire ma façon de voir les choses, hein. Pour moi, le coaching, c'est vraiment entraîner son cerveau à. Voilà. Et, et pour moi, ça se définit en trois mots, c'est prise de conscience, responsabilisation et mise en action. Il n'y a rien de plus et rien de moins. Voilà. Dans ces trois mots, on a déjà l'essentiel. Voilà. Et pour compléter votre question, en fait, le coaching, c'est en fait le juste complément de la psychothérapie qui, elle, est là vraiment pour soigner, hein, pour soigner la partie malade ou fragilisée de l'individu. On pourrait dire qu'elle vient soigner cet enfant intérieur, hein, qui est resté blessé. Voilà. Le coaching, lui, est, j'allais dire, beaucoup plus exigeant. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, le coaching, lui, il s'intéresse à la partie vraiment adulte de l'individu. Donc, il part du postulat que personne mieux que vous ne sait ce qui est bon pour vous. Et donc, il considère qu'il a en face de lui une personne qui est en pleine possession de toutes ses capacités, qui est capable de poser son sac, voilà, et de se dire, bah maintenant, OK, voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, pour le coup, au fil du temps, il devient un véritable art de vivre, enfin, à mon sens, hein, voilà, qui révolutionne complètement notre approche du monde et de nous-mêmes, d'ailleurs. Bah, le premier bénéfice, c'est vraiment cette capacité à prendre de la hauteur. En tout cas, moi, je crois que c'est ce que ça m'a apporté en premier, voilà. Cette capacité à prendre de la hauteur par rapport aux événements de la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire naturellement. Malheureusement, pas assez souvent, en tout cas. Et donc, à partir de ça, c'est cette capacité aussi à trouver des réponses adaptées, hein, parce qu'une fois qu'on a pris de la hauteur, c'est beaucoup plus facile, effectivement, pour trouver des réponses. Et ensuite, la capacité à mettre en place, hein, donc à agir, hein, avec une plus grande confiance en soi et puis un sentiment vraiment merveilleux d'apaisement et de liberté. Ça, c'est évident que le coaching nous apporte essentiellement ça, voilà. Et puis, j'allais dire aussi, c'est aussi nous permettre d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire, mais aussi d'oser dire oui à la vie quand de belles choses se proposent, parce que souvent on ne sait pas dire non, mais souvent aussi on a cette peur de dire oui, et c'est bien dommage, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, enfin, pour moi le coaching, c'est vraiment l'opportunité d'une nouvelle approche de la vie, une nouvelle approche de notre environnement, et pour le coup, il nous rend à la fois plus libres, mais aussi plus responsables.
Oui, pour le coaching, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué au-dessus, hein. Pour le coaching, j'ai besoin de rencontrer des personnes qui sont en bonne santé, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas sous médicaments, hein, sous forte dose de médicaments, etc. Parce que les médicaments, effectivement, ils endorment, hein, nos capacités intellectuelles. Et j'allais dire aussi des personnes qui sont suffisamment matures pour faire face à la frustration. Voilà, parce que le coaching, c'est pas brosser la personne dans le sens du poil, hein, c'est au contraire aller chercher avec lui, hein, ce qui va lui permettre, eh ben voilà, d'émerger et d'amener des solutions qu'il n'a pas trouvées jusqu'à maintenant, hein, voilà. Donc il faut des personnes curieuses, des personnes qui aiment apprendre, et puis aussi il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que ça matche vraiment entre nous deux. Alors ça, il faut que le climat de confiance soit réciproque. S'il n'y a pas de climat de confiance, on ne peut pas travailler, ça c'est une évidence. Et puis donc, il faut vraiment que les personnes, comme on l'a un petit peu expliqué au départ, hein, que les personnes comprennent bien que ça n'a rien à voir avec une thérapie. Voilà, c'est vraiment elles qui vont être au gouvernail du bateau. Moi, je vais être uniquement un guide, hein, un facilitateur. Voilà, l'objectif en coaching est vraiment toujours de se mettre en situation et en action. Ça m'est arrivé hein, d'avoir des personnes qui viennent me voir et qui venaient me voir comme on va voir un psychologue juste pour l'échange. Voilà. Mais pour le coup, moi j'ai arrêté les séances de coaching parce que ça n'avait pas de sens par rapport à mon métier. Nous, on est dans une activité où effectivement il faut accepter de se mettre en action pour ben, justement avancer hein, sur ces problématiques. Voilà. Et puis j'allais dire, excusez-moi, il y a un petit test que je fais pour me rendre compte si la personne est bien motivée. C'est-à-dire que ben, je teste sa motivation en lui demandant de m'envoyer par écrit 25 raisons qui motivent son choix pour cet accompagnement justement. Voilà. Ça nous permet d'être au clair toutes les deux par rapport à cette dimension. Donc, je vais faire simple tout de même, mais en fait, j'ai été formée au coaching humaniste, hein, donc par des Canadiens. Et donc, ben, on utilise hein, les outils qui ont été créés à partir des recherches en neurosciences et en psychologie positive. Donc, j'allais dire, pour le coup, c'est un joyeux mélange de PNL, d'analyse systémique, d'analyse transactionnelle, échelle de Dietz, etc. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, l'étape numéro un, moi, de l'accompagnement, il s'appuie toujours sur les talents, les ressources de la personne, euh, afin qu'elle puisse gagner en confiance, parce que dans les périodes de doute, c'est ce que je rencontre à chaque fois, notre potentiel, en fait, est complètement enfoui en nous. Et il nous manque souvent juste voilà, ce petit coup de pouce ou des fois un petit peu plus, un coup de pied aux fesses, hein, voilà, pour faire à nouveau émerger voilà, des ressources qui ont été oubliées ou inexploitées. Voilà. Donc, le coach, enfin ça, je l'ai mis aussi d'ailleurs sur mon site, si vous allez sur mon site, j'ai mis que le coach est un révélateur de talent, parce qu'en ce sens-là, effectivement, on va aider la personne à aller rechercher en elle des choses qui existent déjà, on n'invente rien, hein. Voilà, mais des choses qui ont été oubliées. Alors, ben, effectivement, chaque personne est unique, hein, et donc chaque demande est unique. Donc, bien évidemment, j'allais dire, j'ai un squelette, hein, j'ai un fil conducteur pour mon travail, mais en fait, c'est l'évolution de la personne, étape par étape, qui va guider vraiment mon travail. Voilà. Donc, au début de l'accompagnement ensemble, on va cibler trois objectifs que la personne souhaite atteindre, hein, parce que c'est important de savoir effectivement où on va. Et effectivement aussi, plus les objectifs seront clairs dans la tête du coaché et plus l'accompagnement va être efficace, hein. Ça, c'est une évidence aussi. Voilà. Mais ensuite, on va tout de même prendre le temps de balayer hein, tous ces domaines de vie pour faire un premier point sur ses habitudes et ses comportements. Parce qu'on est souvent surpris. euh, L'objectif qui a été décliné en premier n'est pas toujours l'objectif finalement essentiel. Voilà. Donc, on fait toujours cette petite phase de travail auparavant. Ça permet d'affiner voilà, les objectifs. Et puis après, eh ben, ma foi, c'est parti. Et ensuite, eh ben, c'est à moi hein, d'adapter les outils en fonction ben, des besoins du coaché. Alors, pour m'aider justement au quotidien, je vais lui demander de m'envoyer une petite synthèse de ses progrès, de ses découvertes et des difficultés qu'elle a pu rencontrer. euh,
Donc, pendant la période où on ne s'est pas vu, et ça, je lui demande de me le renvoyer à peu près 24 heures avant le prochain rendez-vous pour que justement, moi, je puisse préparer cette séance et mettre au point ben, les outils qui vont m'être, à mon sens, le plus utile, voilà, pour elle. Donc, pour le coup, le coaching de groupe ne fait pas vraiment partie de mes spécialités. J'accompagne effectivement des personnes dans des groupes, mais dans mon cas, je parlerai davantage d'animation de groupe avec le regard du coach, hein, plutôt que de coaching de groupe. Parce que le coaching de groupe, c'est quand même quelque chose de très précis, qui fonctionne beaucoup en entreprise, voilà. Mais par contre, effectivement, j'anime des groupes avec ce regard de coach. Et ce que j'aime particulièrement justement dans les groupes que j'ai pu animer, c'est cette énergie de partage. Voilà, cette énergie de partage et le fait aussi que chacun puisse comprendre que bah, les autres vivent des choses identiques ou des choses qui sont très proches. Et j'ai toujours remarqué que c'était très déculpabilisant et que ça permet de remettre aussi en perspective ce qu'on est en train de vivre, hein, voilà. Et donc, à mon sens, c'est vraiment le coaching de groupe, c'est vraiment ouvrir la porte vers ce qui nous rassemble plutôt que vers ce qui nous divise. Et en ça, enfin, j'adore voilà, animer des groupes, voilà, pour cette raison-là. Cependant, moi, j'estime que les limites du coaching de groupe, quels qu'ils soient, sont vraiment ben, limitées, oui, et elles sont vraiment réelles, ces limites, parce que le groupe va nous ouvrir évidemment sur d'autres discours, d'autres croyances, d'autres vérités. Éventuellement, il vous apprendre des choses aussi sur nous-mêmes, mais encore, faut-il être capable d'écouter aussi sans juger, de partager avec les autres sans être convaincu que c'est nous seuls qui détenons la vérité. Et donc, pour ça, il faut déjà avoir une belle confiance en soi. Voilà. Et le coaching de groupe ne peut en aucun cas répondre à lui seul, effectivement, au manque de confiance ou d'estime de soi. Ça, c'est pas possible, hein. Il ne peut pas répondre non plus donc à ce besoin d'unicité, ce besoin qu'à un moment donné, on a d'être poussé dans nos propres retranchements et, euh, et, et donc de devenir, pour le coup, voilà, justement plus créatif et accéder à des idées nouvelles et des idées qui sont les nôtres et qui vont nous aider à avancer sur notre chemin, voilà, et mettre en place effectivement des décisions qu'on n'aurait jamais prises autrement. Pour ça, on a vraiment besoin d'être coaché individuellement. Voilà, il n'y a pas d'autre terme pour le coup. Et il y a aussi ben, le fait, enfin, on le sait tous, que ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Voilà, hein. Et que dans le coaching de groupe, je l'ai remarqué, il peut y avoir tout de même cet effet de comparaison qui reste présent. Et la comparaison, c'est du venin, c'est un poison. L'autre est merveilleux dans la limite, dans la limite, oui, et dans la mesure où il va être une source d'inspiration pour nous. Mais si on reste sur cet état de comparaison, là, on passe à côté de l'essentiel pour le coup. Donc, j'allais dire, il y a toute une subtilité là-dedans. Donc, il faut savoir s'inspirer sans effectivement jamais se comparer. Mais ça, c'est pareil, ça demande une vraie prise de conscience. C'est pas toujours facile. Sincèrement, enfin, à mes yeux, moi, l'évolution du coaching, il peut être qu'exponentielle, hein, parce que on est dans un monde où bah, la capacité à avoir du discernement et à comprendre ce qui est vraiment bon pour soi est devenue, enfin, moi, je pense que c'est devenu une histoire de survie, hein, c'est vraiment vital. Le brouhaha effectivement ambiant, il est tel que la plupart d'entre nous ont vraiment fermé leur cœur, hein, et laissent en fait la porte grande ouverte à quoi? Aux hormones du stress qui envahissent complètement notre organisme. Ça, c'est malheureux, mais c'est le constat aujourd'hui. Et bah, ce qui est dommage, c'est que les mutuelles aujourd'hui ne remboursent pas des séances de coaching, à mon sens, même si celles-ci participent finalement largement, hein, à protéger et à entretenir notre santé physique et mentale. Oui, donc bah, la résilience, effectivement, on en parle énormément et on en parle énormément grâce à qui? Hein, essentiellement grâce à Boris Cyrulnik et à Christophe André. En tout cas, bon, pour moi, c'est deux mentors. Voilà.
Et j'allais dire, pour le coup, pour Boris Cyrulnik, la résilience, c'est vraiment le fait hein, de surmonter ces traumatismes tout en se libérant du passé. Hein. Le passé, il est toujours là, bien sûr, hein. Mais en fait, il n'est plus paralysant. Et bien au contraire, il peut devenir un moteur et une force. Hein. Donc la résilience, c'est vraiment cette force de se libérer effectivement de ce poids, d'en tirer une expérience et puis bah, d'avancer avec. Voilà. Donc c'est à la fois bah, construire des relations aussi saines et surtout apprendre à vivre en paix et davantage en sérénité. Voilà. Mais comme je vous l'avais évoqué plus haut, effectivement, quand la blessure est trop grande et trop douloureuse, eh bien, effectivement, il faut commencer par la soigner. Hein. Ça, c'est vraiment fondamental. Et là, pour le coup, c'est vraiment le travail du psychiatre ou du thérapeute. Hein, dans ce cas précis, le coach, il va pouvoir intervenir et au contraire, il sera même très utile, mais dans un second temps uniquement. Voilà. Euh, le coaching, il est suffisant quand la personne, en fait, est en capacité de prendre à la fois conscience de son potentiel et de ce qu'il est urgent, effectivement, ou important pour elle de changer dans sa vie. Voilà. Et pour le coup, cette volonté profonde, cette conscience, elle n'appartient vraiment qu'à elle. Et c'est sur ce chemin-là que nous, on va pouvoir intervenir et puis la booster, finalement. Hein. Pour le coup, j'allais dire, on joue auprès de notre client le rôle de rampe de lancement. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais voilà. On joue vraiment le rôle d'une rampe de lancement et on va être là pour vraiment, pour le coup, organiser et faciliter effectivement l'envol hein, de la personne vers la vie qu'elle s'est choisie. Voilà. Le but du coaching, c'est vraiment de faire en sorte que la personne devienne autonome, qu'elle acquiert des outils qui lui sont utiles et qui vont lui resservir encore après. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'elle apprenne et qu'elle comprenne qu'elle a des automatismes qu'elle a mis en place. Et donc, il va falloir qu'elle apprenne à lâcher ces automatismes, faire le tri, c'est-à-dire hein, entre ce qui lui est utile et ce qui ne lui est plus utile aujourd'hui. Hein. Parce que bien sûr, un automatisme d'apprendre à conduire sa voiture, on ne va pas le lâcher du jour au lendemain en se disant, bon, j'en ai plus besoin. Voilà. Mais on fait vraiment ce travail de tri et puis, on va mettre en place effectivement de nouveaux automatismes qui, eux, vont permettre à la personne d'atteindre ses objectifs. L'émotion, bah, c'est l'essence même de l'être humain. Pour le coup, voilà, on peut pas faire sans. Hein. Donc, en fait, l'émotion, c'est une énergie. Hein. C'est une énergie qui monte en vous, que vous ne maîtrisez pas, et puis qui va, par contre, hein, si vous savez l'écouter, vous apporter une information qui est vraiment essentielle sur l'état de vos besoins. Voilà, parce que si vous êtes coupé en fait de vos émotions, vous êtes coupé de la même façon de vos besoins profonds. Vous ne savez plus qui vous êtes vraiment et pour le coup, vous agissez uniquement par automatisme. Voilà. Donc les émotions, elles vont enclencher en fait vos pensées. Voilà, vos pensées vont aussi enclencher des émotions, voilà. Et tout cela va ensuite créer une réponse, c'est-à-dire un comportement vis-à-vis de vous-même, hein, comme vis-à-vis de votre environnement, mais qui va être plus ou moins bien adapté. Voilà. Donc tout le travail effectivement de l'accompagnement, c'est justement de comprendre tout ce qui se joue dans ce processus afin de sortir des automatismes et de mettre en place des comportements, donc des réponses qui vont vous permettre de ressentir à la fois bah, plus d'harmonie, plus de sérénité et très souvent de retrouver un sens à ce que vous faites. Hein. Voilà. La première chose vraiment est de se poser et de se reconnecter pour tout ça avec le présent et la gratitude. C'est deux choses auxquelles je tiens énormément. Ça va être la meilleure façon effectivement de se reconnecter avec ses émotions. Voilà. Il faut arriver à sortir de l'intellectualisation pure et se reconnecter avec les choses simples du quotidien. C'est pour ça qu'aller se promener dans la nature, voilà, observer des oiseaux. Donc, il y a des personnes qui arrivent à se mettre en état de méditation, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, les choses simples de la vie nous permettent vraiment de nous reconnecter et c'est vraiment essentiel. Voilà. Parce que, en fait, on vit dans un monde, tout à l'heure, je vous ai parlé du brouhaha, mais effectivement, on vit dans un monde où notre cerveau est
tout le temps en état d'alerte, en fait. C'est un état d'alerte permanente. Donc, forcément, on est envahi par le stress et par le négatif. Donc, le coaching, en fait, va nous apprendre à muscler notre cerveau afin que, justement, au milieu de tout ce brouhaha ambiant, il retrouve vraiment ce chemin vers le positif. Donc, ce positif qui va vous permettre d'être créatif et d'envisager ce qui est bon pour vous, tout simplement. Alors, je peux éventuellement vous donner des petits trucs qui peuvent vous aider à voir si vous pourrez les utiliser ou pas. Mais parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très simples à faire. Et vraiment, si vous les faites régulièrement, vous allez vraiment observer de vrais changements dans votre vie. Donc, le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est vraiment de s'exercer à la gratitude. Ça, c'est vraiment quelque chose de très simple que tout le monde peut faire et qui est fondamentale. Voilà. Donc, on va apprendre ou réapprendre finalement à dire merci. Et ça, il faut y penser parce qu'on l'oublie trop souvent. Merci au quotidien, à ce qui nous entoure, aux personnes qui sont près de nous, parce que finalement, rien n'est dû, hein. Mais aussi merci à tout ce que la vie nous apporte le matin, de pouvoir se lever, d'être en santé, d'entendre le chant d'un oiseau, d'avoir la chance de voir le soleil se lever. On est dans un pays, on a de la chance pour l'instant, on est dans un pays qui est en paix. Ben, on peut remercier aussi pour ça, hein. Il y a une sorte finalement d'abondance qui est là, qui nous entoure, hein, et pour laquelle on doit vraiment remercier. Voilà. On doit savoir remercier pour les talents qui sont les nôtres, même si quelquefois on trouve qu'ils ne sont pas suffisants. Mais en tout cas, il faut savoir remercier pour tout ça. Et puis, ben donc, on peut aussi utiliser l'auto-observation et puis aussi l'écriture, qui est un outil que tout le monde peut utiliser facilement, mais on devient un peu feignant par rapport à l'écriture. Et ça, c'est bien dommage parce que notre cerveau aussi a besoin de ce geste. Le fait de taper sur une machine et un ordinateur n'est pas aussi puissant que le fait de prendre un crayon et de prendre le temps d'écrire. Ça, il faut le savoir aussi. Et pour le coup, il est intéressant de faire, c'est Florence Servan-Schreiber, hein, qui en parle dans son livre trois kiffs par jour, enfin elle et puis bien d'autres. Mais pensez tous les soirs, tout bêtement, hein, avant de se coucher, de noter trois kiffs, comme elle dit, hein, ou trois gratitudes en tout cas, sur un carnet bien spécifique que vous gardez pour ça et de le regarder de temps en temps, mais s'obliger à faire cet exercice de façon très régulière, hein, ça va vous apporter énormément. Et puis, il y a donc, je l'ai évoqué rapidement, l'exercice aussi d'auto-observation. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert hein, avec Barbara Fredrickson, qui est une chercheuse américaine. Et donc, chaque jour, j'allais dire même à plusieurs moments de la journée, si vous en avez le courage, vous vous arrêtez en fait et vous prenez pas plus qu'une ou 2 minutes, mais vraiment pas plus. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous vous posez ces questions-là. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis conscient de ma respiration? De quoi ai-je vraiment besoin à cet instant précis? Voilà. Cet exercice, il est vraiment fondé sur une acceptation de soi sans aucun jugement. Voilà. C'est vraiment une prise en compte de la réalité qui ne classe pas les événements en bons ou en mauvais. Mais donc, on perçoit les sentiments et les émotions et ça nous ouvre à un nouvel espace de liberté pour savoir comment agir. Et vraiment, c'est pas toujours facile de le faire une première fois, une deuxième fois, mais en insistant, en le faisant régulièrement, vous allez vraiment muscler votre cerveau et ben, vous aider à avancer ben, vers plus de liberté intérieure. Ça, c'est une évidence. Ben, en fait, chaque étape de l'accompagnement va être le prétexte pour sonder les forces et les faiblesses du coaché, en fait, hein, par rapport à son objectif final. Et puis ensuite, eh ben, on va proposer ces fameux petits objectifs intermédiaires à court, moyen et long terme. Voilà. C'est ce qu'on appelle la politique des petits pas. Ces objectifs intermédiaires vont être testés en fait entre les 2 séances et ensuite nous faisons un point sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été facile ou difficile à mettre en place, les joies ou les peurs éventuelles effectivement par rapport à la mise en place de ces objectifs. Et puis le cas échéant, eh ben, on choisira d'autres objectifs avec d'autres stratégies. Voilà. En fait, le coaching, il est très concret. On réfléchit, on teste, on ajuste, on essaye à nouveau, etc., etc.
Oui, bah pour moi, pour le coup, hein, écologie personnelle et environnementale, elles ne font qu'un, hein. Voilà. Parce que c'est un secret pour personne. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien et surtout ce qu'on aime. Voilà. Donc, si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour soi, on ne peut pas se protéger. Et c'est pareil pour la nature. Voilà. Les choses sont finalement très, très simples, hein. Donc, le défi ici, c'est vraiment effectivement d'apprendre à se connaître pour s'aimer de mieux en mieux et donc pour comprendre ce qui est vraiment bon pour nous, parce qu'on est dans une société où on confond ce qui est bon pour nous et le plaisir immédiat. Voilà. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Et donc, en fait, là-dedans, on revient aux trois règles de base du coaching que je vous avais données en début d'entretien, c'est-à-dire que tout démarre effectivement par cette prise de conscience, hein. Je vous avais dit prise de conscience, responsabilisation et mise en action, mais c'est vraiment ça, voilà. Tout démarre par la prise de conscience. C'est-à-dire, si on ne prend pas conscience, par exemple, qu'une rivière est polluée, hein, rien ne se passera. Voilà. Maintenant, si on constate effectivement que qu'il y a une pollution, on va s'intéresser à ce qui la pollue. Il va y avoir ensuite une phase de responsabilisation. Si ce sont les rejets de l'usine, effectivement, dont je suis le propriétaire ou le gérant, ben, je vais prendre mes responsabilités, enfin, normalement, en cherchant des solutions pour diminuer ou arrêter ce drame, voilà. Et surtout, ensuite, voilà, je vais chercher des solutions et surtout, je vais les mettre en place, hein, parce que si je trouve des solutions que je ne les mets pas en place, ça sert à rien. Voilà. Et là, pour le coup, il en est exactement de même pour nous. Voilà. Si je prends conscience que mon cerveau est pollué, par exemple, par la surinformation, parce que ça, c'est aussi un des mots du siècle, voilà, voire la désinformation, et que c'est finalement en train de bousiller ma santé mentale, eh bien, je peux effectivement, face à ça, ben, râler, critiquer les médias, les réseaux, etc. Mais je peux aussi décider de faire le tri. Voilà, de faire du tri dans ce que j'écoute, dans ce que je regarde. De plus en plus de gens, effectivement, sont vigilants sur leur alimentation, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, une fois pour toutes, enfin, j'en fais partie, hein, de ne pas laisser entrer dans son corps n'importe quel aliment. Voilà. Donc, on peut aussi décider de ne pas laisser entrer dans notre corps n'importe quelle information. On teste donc d'autres façons de faire, d'autres façons de fonctionner. Par exemple, eh ben, je vais écouter de façon plus ponctuelle les informations, je vais diminuer les connexions sur les réseaux, je vais privilégier la lecture de magazines sérieux, etc. Voilà. En fait, je réfléchis à d'autres solutions, je teste sur ce qui peut effectivement me convenir, j'adapte et puis etc. Voilà, je vois comment cette nouvelle façon de faire peut s'inclure dans ma vie, ce qu'elle m'apporte et petit à petit, ben, effectivement, si je me sens mieux, ben, j'adapte de nouvelles habitudes. Voilà, on est vraiment dans le processus du coaching. Alors, bah, bien sûr, les valeurs, tout comme les talents, c'est les points forts sur lesquels, en coaching, ben, on va s'appuyer dès le début de l'accompagnement, hein. Une personne qui fonctionne au quotidien sans tenir compte de ses valeurs, ce que j'appelle moi les valeurs phares, hein, les valeurs essentielles qui la constituent, en fait, elle ne tient pas sur le long terme. Et c'est pas par hasard, effectivement, s'il y a tant de burn-out aujourd'hui, hein, parce que quand on est en décalage avec nos valeurs profondes, eh ben, la santé physique et la santé mentale, effectivement, sont en jeu à ce moment-là. Donc, on va ensemble avec la personne, on va bien sûr repérer ses valeurs fortes et puis décider effectivement, ensemble aussi, d'objectifs concrets à court, moyen et long terme qu'elle va pouvoir intégrer à sa vie pour honorer ces fameuses valeurs. Voilà. Et ça va lui permettre effectivement de réorienter ben, sa vie, hein, vers quelque chose qui va lui apporter davantage d'alignement, donc davantage de bien-être, de sécurité intérieure, hein. Et j'allais dire, ça va même jusqu'à aller la faire vibrer à nouveau, voilà, hein, différemment, parce que, voilà, que ce soit des valeurs matérielles ou spirituelles, les honorer, c'est vraiment la base et la condition pour avoir une vraie estime de soi. La fameuse phrase, hein, oui, je le vaux bien, elle peut être utilisée là pour le coup.
Bon, ben alors avec la peur et le doute, on est encore dans la thématique des émotions, hein, bien sûr, hein. Et ben, la peur et le doute, j'allais vous dire, c'est des émotions saines, hein, et positives dans la mesure où elles nous permettent de fuir effectivement un danger qui est certain, ou bien de nous poser des questions effectivement afin de ne pas agir aussi de façon inconséquente, hein. Si on n'avait jamais eu ces de peur ou de doute, on serait sans doute plus là aujourd'hui, l'humain n'existerait plus, hein. Voilà. Par contre, à nouveau, il faut bien prendre conscience qu'on ne passe pas notre vie à traverser ben, à pied, hein, une autoroute ou à affronter des bêtes féroces. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre, j'allais dire, à dompter ces émotions-là. Mais attention, par contre, il ne faut surtout pas les rejeter parce qu'à chaque fois qu'on sent une émotion de ce type arriver et si on se dit, ah ben non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, en fait, on se crée un blocage. Donc, au contraire, il faut apprendre à les accueillir, hein. Il est essentiel de prendre du temps justement pour les écouter, les entendre, ces émotions. C'est vraiment cette énergie qui monte en nous, qui commence à nous envahir. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il faut apprendre à les écouter, mais sans se juger. C'est sans doute ça qui est le plus difficile. C'est un vrai exercice à mettre en place, mais c'est fondamental. Donc, écouter sans jugement ce que cette émotion nous apprend sur nous, sur nos besoins à cet instant T-là. Voilà. Ensuite, il sera beaucoup plus facile, effectivement, de prendre là ou les décisions qui nous paraissent à ce moment-là les plus cohérentes. Donc vraiment, vraiment, j'insiste sur le fait que la première étape, c'est d'apprendre à les accueillir. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser le petit exercice d'auto-observation dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou la méditation, voilà, si vous êtes à l'aise avec, etc. Oh là là, j'allais dire là, pour le coup, j'ai l'impression que ça remonte, ça remonte, ça remonte. Voilà, que ça remonte à ma tendre enfance. Alors, je ne vais pas vous faire tout le parcours, mais bon, en fait, j'ai eu tout de même beaucoup de chance. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui était ouvert et bienveillant. Et c'est vrai que, aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours posé des questions sur nos différences en tant qu'humains. Voilà. Et pourquoi certains, ce qui me marquait beaucoup quand j'étais très jeune, c'était pourquoi certains sont 6 sur 2 portent des jugements sur tout, alors que manifestement, ils ne savent rien. Voilà. Alors ça, c'est une question, mais que j'avais vraiment toute petite, et ça m'interpellait énormément. Et puis en terminale, quand je suis arrivée en classe de terminale, j'ai découvert la philosophie. Alors là, c'était une illumination. Ça a été comme une évidence, en fait. Et là, en fin de terminale, j'avais cette conviction, je m'étais forgé cette conviction en moi-même, c'est que le monde serait vraiment bien plus beau si chacun pouvait trouver sa place. Alors ça a été pour moi une évidence. Et donc forcément, la fac de psycho est arrivée comme une évidence à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai fait une fac de psycho. Et puis bah, malheureusement, j'ai abandonné, enfin malheureusement non, c'était un choix. J'ai abandonné mes études en fin de licence pour plusieurs raisons. Et puis pour le coup là, j'ai vécu ma vie d'épouse et de mère. Et puis là, pour le coup, j'ai découvert une autre facette du monde que je ne connaissais pas. Voilà. J'ai découvert toutes les facettes et les richesses de l'amour, mais aussi comment peut se transformer l'être aimé, l'être qu'on a choisi, quand l'enfant intérieur qui l'habite, lui, l'enfant qui est vivant en lui, n'a pas reçu, lui, par contre, ce quota d'amour qui lui permet d'envisager des relations épanouies et sereines. Et pour moi, ça a été vraiment le choc de ma vie. Ça, c'est certain. Ça a été une descente aux enfers, hein, pour lui-même et pour ma famille. Enfin, voilà. Mais pour le coup, cette expérience m'a plus que jamais confortée dans mon désir de comprendre. Voilà. Et dans ma volonté de trouver des solutions. Et puis ensuite, il y a aussi l'accompagnement. J'ai accompagné ma maman dans la maladie d'Alzheimer, donc pendant de longs mois. Et puis mon papa aussi, je l'ai accompagné dans sa fin de vie. Donc tout ça, voilà, toutes ces expériences, en fait, elles m'ont vraiment, vraiment forgé une conviction profonde. C'est que vraiment chaque micro-moment d'amour vécu est un bien inestimable. Et comme je le disais tout à l'heure pour les valeurs, on n'a pas le droit de ne pas l'honorer. Voilà. Voilà. Chaque jour qui passe, excusez-moi, j'ai toujours d'émotions, voilà, c'est pas grave, mais voilà, chaque jour qui passe nous apprend toujours quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai recherché et je recherche toujours, enfin, voilà, je crois que j'arrêterai jamais, de nouvelles sources d'inspiration. Le- la- la-
La gratitude, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment la gratitude et la volonté d'agir sont vraiment les moteurs qui m'ont incontestablement forgé et aussi dirigé vers le coaching humaniste. Ça, c'est une évidence. Et pour le coup, bah, je suis fière de ce parcours et je remercie les obstacles que la vie a dressés le long de mon chemin parce que c'est ces obstacles qui m'ont construite et qui aujourd'hui bah, me conduisent vers vous, pour le coup. Ah bah, le coach, d'abord, c'est quelqu'un qui doit savoir écouter, ça c'est évident, mais pas que. Voilà. Le coach, je pense, hein, c'est une personne qui doit être formée et qui continue à se former tout au long de sa vie. Ça, de ce côté-là, voilà. Il n'a pas le choix, mais je pense qu'il n'a pas envie de faire autrement non plus. C'est une personne qui est curieuse des autres et de son environnement et qui, bien évidemment, doit savoir se remettre en question et voir dans les autres une source d'inspiration. Ça, c'est vraiment fondamental parce que chaque personne, chaque rencontre, c'est vraiment une opportunité de grandir pour lui. Voilà. Donc, comme je vous le disais, la qualité première du coach, c'est vraiment l'écoute. Et ensuite, il doit aussi être capable, effectivement, de présenter à son client un cadre solide. Voilà, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence avec les thérapies, la psychothérapie, etc. Voilà. Hein, on doit être vraiment capable de présenter à notre client un cadre solide grâce aux outils justement de qualité hein, que le coach a appris et développé. Et c'est ça qui va faire que son client, à un moment donné, va arriver à sortir de sa zone de confort parce que dans ce cadre précis et bien construit, l'autre qualité du coach va être de poser la bonne question. Voilà, la question qui va permettre effectivement à la personne de commencer à transformer son mode de pensée et d'entrer donc dans de nouvelles actions. Voilà. Bah, sinon, le coach, bien évidemment, hein, il se doit de s'investir pleinement auprès de son client et puis surtout, voilà, de s'assurer aussi que son intervention, elle sert vraiment l'intérêt de son client. Hein. Si ce qu'on fait ne sert à rien, il faut changer de processus. Et puis, effectivement, si on ressent effectivement que on n'est pas vraiment dans ce dont le client, le coaché a réellement besoin, il ne faut pas hésiter aussi à diriger, à référer son client vers une autre personne ressource. Hein. Ça arrive aussi régulièrement et c'est vraiment important. Voilà, pour moi, c'est vraiment les points essentiels. Alors, les défis principaux, j'allais dire, moi, j'en ai pris conscience après le Covid, en fait. Parce que j'avais tendance à aller beaucoup sur Internet, enfin faire des recherches dans des grands réseaux, même des réseaux internationaux, etc. Et puis d'un seul coup, j'ai pris conscience que il y avait aussi le territoire où on vivait qui avait sa propre demande, quoi. Voilà. Et qu'il était aussi important de rencontrer des personnes sur son territoire. Donc, pour le coup, moi, ça, c'est mon défi en tant que coach, c'est aujourd'hui aussi aller rencontrer les personnes sur mon territoire hein, et apporter effectivement à tous ces gens une oreille ben, à la fois professionnelle et puis bienveillante. Voilà. Donc, la difficulté, c'est que je vis dans un milieu rural et que le coaching, c'est pas encore vraiment entendu, reconnu. Il y a encore énormément de peur. Voilà, on n'est pas, la culture du coaching n'est pas encore vraiment arrivée. Et autant dans des pays comme effectivement l'Amérique du Nord, hein, bah, dont est issu d'ailleurs l'essentiel des techniques, les gens n'ont pas peur de s'approcher, de comprendre ce que le coaching peut leur apporter. Dans notre pays, c'est un petit peu plus complexe. Et puis, on a ce gros souci, c'est qu'on vit tout de même dans une société de consommation, une société de confort. Et en fait, on est comme englué, voilà, dans cette société et dans des a priori où les images toutes faites, en fait, vont faire obstacle à notre bonheur. Hein. Et il faut bien comprendre que
il y a des moments dans la vie où on ne peut pas s'en sortir tout seul. Enfin, moi, ce matin, j'avais une panne de téléviseur. Ben, j'ai demandé à un technicien de venir, hein. Quand j'ai une panne à ma voiture, je vais voir mon garagiste. Voilà. Et ben, par moment, ben, nous aussi, on a une panne. Voilà. Donc, j'allais dire, il faut être suffisamment humble, voilà, pour le reconnaître, ne pas attendre justement bah, que cette panne ait peut-être pris trop d'ampleur et soit trop profonde, parce que dans la plupart des cas, en fait, le coup de pouce ou le petit coup de pied aux fesses, comme je disais tout à l'heure, ça dépend, mais du coach va être largement suffisant. On n'a pas besoin d'aller vers des thérapies beaucoup plus lourdes. Et quel dommage d'attendre d'être carrément en burn-out et de devoir prendre des médicaments. Et moi, j'ai vu des personnes en burn-out pour qui il faut des années pour s'en remettre, quoi. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à faire changer les mentalités tranquillement, mais sûrement, et vraiment, quand on sent qu'il y a un point de blocage, quand il y a quelques séances de coaching peuvent être suffisantes justement pour faire ce que je l'ai dit au départ, c'est prendre de la hauteur, hein, voilà, prendre conscience qu'on a le pouvoir de changer les choses, hein, et puis demander de l'aide à une personne ressource, demander de l'aide à quelqu'un. Alors, mon domaine de prédilection, c'est vraiment la transition de vie professionnelle et personnelle, hein, voilà. Euh, J'apprécie aussi beaucoup le travail, effectivement, d'accompagnement sur tout ce qui va toucher le côté relationnel, hein, les difficultés relationnelles en famille ou dans l'entreprise. Et puis, depuis 3 ans, je travaille plus spécifiquement, en fait, sur un accompagnement que j'ai appelé Parce que la vie est belle. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Cet accompagnement, il est destiné essentiellement aux femmes de 55 ans et plus futurs ou jeunes retraités qui subissent un petit vent de panique à l'approche de la retraite. Parce que finalement, la retraite peut être envisagée de plusieurs façons. Et donc, est-ce que ça va être une opportunité ou plutôt une vie qui risque de se rétrécir, hein? Voilà, ça peut être une inquiétude. Et donc, se poser cette question, est-ce que finalement, c'est une porte qui s'ouvre dans ma vie ou au contraire une porte qui se ferme? Et j'avais vraiment envie d'insister sur ce fait que être retraité ne signifie en aucun cas être en retrait. Voilà, mais bien au contraire, la retraite peut et doit même, à mon sens, être vraiment une aventure joyeuse et épanouissante, hein. On est de plus en plus nombreux à arriver à l'âge de la retraite encore en belle forme, voilà, avec des envies encore. Et donc, il faut pouvoir, voilà, profiter de tout ça et le mettre en avant, quoi. Donc, pour le coup, c'est-à-dire, comme j'aime bien la cuisine, je suis française, hein, voilà. Donc, dire comme on prépare un bon plat pour ceux qu'on aime. Voilà, moi j'ai concocté un accompagnement inédit, donc que j'ai appelé justement parce que la vie est belle et qui se déroule en fait sur 6 mois et qui va s'appuyer sur les trois grands piliers. Donc le premier, c'est vraiment d'apprendre enfin à s'écouter. Parce que j'ai constaté que les femmes qui arrivent à la retraite, les femmes de ma génération, hein, combien d'entre elles ont pris le temps durant leur parcours de se poser et de réfléchir à qui elles sont vraiment et quels sont leurs talents et leurs besoins aussi, hein. C'est un petit peu le fil conducteur que j'ai déroulé tout le long de l'interview, mais c'est ça, c'est vraiment un point qui me semble fondamental. Et puis le deuxième point qu'on va travailler, c'est apprendre à cultiver et à conserver aussi l'estime de soi. Voilà. Parce que comment créer une nouvelle vie, comment se repositionner dans quelque chose de nouveau quand on a toujours vécu ou qu'on continue à vivre essentiellement au travers du regard ou du besoin des autres et de son entourage. Voilà. Donc apprendre à se positionner, apprendre à dire non, mais aussi apprendre à dire oui à la vie, comme je l'ai évoqué précédemment. Ça me paraît un point fondamental. Et puis enfin, en dernière phase, on va relever le défi pour rester à la fois engagé et fidèle aux valeurs qui nous ont toujours portés en tant que femmes, mais tout en construisant effectivement un vrai projet de retraite pour soi aussi. Voilà. Donc c'est mon troisième pilier. Et c'est vrai que pour le coup, ce travail me tient particulièrement à cœur parce que j'ai l'impression bah, que toutes ces femmes, c'est mes compagnes de route, quoi, hein. Moi aussi, hein, j'appartiens à cette génération de femmes. Et ensemble, eh ben, on a fait face à des défis communs. Il y en a eu hein, pendant ces 50 dernières années. Et comme la plupart d'entre elles, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille.
Et j'allais dire, bon, ben voilà, dans mon cas, ça a été évoqué un tout petit peu plus haut. Voilà, il y a eu aussi des périodes d'épuisement et puis de culpabilité qui ont été trop souvent, je pense, au rendez-vous. Et c'est d'ailleurs à force de fuir la réalité qu'un jour mon corps, moi aussi, hein, m'a lâché. Et pour le coup, moi, j'avais développé des crises d'épilepsie. Mais pour le coup, eh ben, cette épreuve, comme je vous l'avais dit, m'avait offert un cadeau inestimable. C'était celui vraiment de reprendre le pouvoir sur ma vie et sur ma santé en même temps. Voilà. Donc, effectivement, en m'interrogeant sur mes besoins profonds, ceux que j'avais solidement enfouis depuis des années, parce que c'est bien le problème, hein, c'est que les choses sont là, mais on les enfouit, on n'a plus accès. Et puis en développant cette capacité, donc, à prendre de la hauteur par rapport aux événements, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Voilà. Et vraiment d'apprendre à mettre le focus sur ses objectifs et non pas sur ses peurs. Alors ça, c'est un travail qui est énorme et qui est vraiment fondamental. Et ça, je pense que vraiment, c'est incontestablement ma plus grande victoire. Voilà. Et sans doute le talent dont je suis le plus fière. Et c'est vraiment ce talent-là, effectivement, que j'ai envie de mettre au service de mes coachés aujourd'hui et de ces femmes en particulier. Voilà. Ah, tout. Pour moi, c'est un métier extraordinaire. Voilà. Et pour moi, entre autres, l'extraordinaire, c'est de pouvoir rencontrer par ce biais-là, justement, des personnes extraordinaires. Hein. Voilà. Parce que je rencontre toujours que des personnes extraordinaires. Hein. Voilà. C'est des personnes qui, à travers finalement une zone d'ombre, hein, à un moment de leur vie, vont voir tout de même qu'il y a un peu de lumière, hein, et puis qui vont se dire, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution et cette solution, je vais aller la chercher. Et pour ça, ben, j'ai pas peur de demander le soutien de quelqu'un, quoi. Voilà. Et l'extraordinaire, vraiment, est de pouvoir rentrer dans ce climat de confiance qui va faire que bah, le coaching va vraiment être une réussite et de voir jour après jour la personne qu'on accompagne reprendre confiance et puis vraiment s'envoler hein, vers la vie qui est la sienne. Hein. C'est pas, voilà, mais c'est vraiment vers la vie qui est la sienne, la vie qu'elle choisit et pas celle que les autres voulaient qu'elle suive. Ça, c'est mon plus beau cadeau et c'est ce qui me passionne le plus dans le coaching. Le coup, il est très simple et puis il est vraiment en lien avec tout ce que je vous ai dit auparavant. C'est que trop de sécurité nous étouffe. Et j'allais dire, osez l'imperfection. Osez le grain de folie qui va vous rendre unique et trouver vraiment votre place parce qu'il y a urgence. Le monde a besoin de vous. Les autres sont déjà pris, dirait Oscar Wilde. Pour me contacter, ben, en fait, je suis sur plusieurs sites, ben, entre autres Resalib, Terre des Seniors, LinkedIn, Facebook un petit peu, mais j'y vais pas trop. Mais j'allais dire surtout mon site internet, c'est lui qui me ramène effectivement le plus de personnes, qui s'appelle ben, véroniqueromain.com, tout simplement. Voilà. Et là, vous pouvez me trouver sans difficulté.